monde, bienvenue à nos petites capsules juridiques. On est rendu bon, on est rendu avancé. Vous allez pouvoir constater que c'est ce soir la 8e déjà, donc on est habitué au vocabulaire. Et je reçois, comme toujours, Alex et Denis pour nous parler de ces fameuses procédures, de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils vont faire prochainement. Et il y a une date importante, une procédure qu'on va présenter ce soir. Salut les gars, vous allez bien? Salut Carole, ben ouais, ça va. Salut Salut Denis. Carole, ça va? Oui, c'est un peu de fatigue, j'avouerai, là, mais ça va se calmer dans les prochains jours Ah, t'es parce pas la que seule. on est vraiment rendu. Pour ma part aussi, c'est ma dernière procédure. Donc, mardi le 19, je vais procéder moi-même à ma dernière. Fait que j'ai beaucoup de préparation. Puis là, ce soir, on est ensemble. On en reparlera probablement. Mais ce soir, on est ensemble pour parler de celle de lundi, le 18. Je sais que toutes vos causes sont méga importantes, mais celle-là, moi, je la trouve d'autant plus importante parce que c'est votre permission d'en appeler. Justement, Alex, je pense qu'on va commencer avec ça. Qu'est-ce qu'une Oui, permission d'en appeler? On a le... plusieurs capsules faites sur le sujet. On vous pourra aussi vous guider si vous avez manqué de l'information. Mais ce soir, Alex, dans un gros mot, nous résumer ce que vous avez fait. Qu'est-ce que votre procédure de demande d'en appeler? Vas-y, on t'écoute sur le sujet, Alex. oui, donc comme tu le Il s'agit disais, lundi le 18, très Dominique important, Gagnon date et de très Catherine importante. Gosselin. Soyez là à la cour Ça aussi, c'est d'appel des de policiers qui vont Montréal. devoir répondre de Donc leurs actes. Donc, si lundi jamais... prochain, le 18 mars. Si vous vous rappelez pas, vous pouvez aller visionner la capsule numéro 5. Pour ceux qui s'en rappellent, on a déposé un pourvoi en contrôle judiciaire sur les mesures constitutionnelles. On demandait, entre autres, contre l'article 118, 123 et 139. On demandait une norme de contrôle là, par rapport à la Constitution sur ces articles-là. Puis, on est passé devant une des juges de la Cour supérieure de Montréal en décembre dernier. Donc, tout est expliqué dans la capsule numéro 5. Oui, Maintenant, c'est justement, je me remémorais, là, ça fait quand même, on dirait tout le temps que ça fait une éternité. Mais oui, c'est vrai, on avait exposé puis présenté aussi un peu les jugements, un peu comment c'est fait, comment c'est. Oui, c'est une super belle capsule, je me souviens maintenant concernant ce jugement dont tu viens d'expliquer. oui. Vas-y, on suit. Donc, comme je disais, lundi le 18 mars, date très importante. Soyez là en grand nombre. Le peuple, les gens du peuple qui représentent le peuple vont se présenter pour le peuple. Dans cette procédure, en fait, là, on s'en va en appel de la décision qui a été défavorable à la Cour supérieure. Donc, on en appelle. On a relevé certaines choses là, qui sont pas telle une aiguille dans une botte de foin, mais comme l'expression le dit, une poutre dans l'œil. Donc, il y a des choses qui sont assez importantes, des erreurs que la juge aurait commises, que pour nous, ben, ça paraît évident que c'est pas ça l'enjeu, ça tourne pas autour de ça, puis que ça déforme, en fait, là, ce qu'elle aurait mis dans le jugement, déforme pas mal les propos qu'on a tenus, puis où est-ce qu'on s'en allait avec cette procédure-là. Oui, on l'avait Donc, vu aussi lors de notre capsule sur un jugement. Donc, pour la permission d'en appeler, justement, ça prend des raisons valables, des raisons justifiables, des raisons oui. explicables. Puis c'est justement ce que vous allez pouvoir démontrer lundi. Oui, ben en fait, là, c'est sûr, là, comme on le répète à chaque fois, on n'est pas avocat, on n'est pas juriste, on n'a pas de formation, puis on ne veut pas que le barreau nous tombe dessus. Donc, assurez-vous d'aller chercher l'information par vous-même ou de payer un avocat pour qui valide l'information qu'on donne ou ce qu'on dit avant que vous l'utilisiez pour vous-même. Par contre, c'est ça. Donc, il faut relever des erreurs de fait ou de droit qui sont
qui sont importantes, comme l'expression le disait, qui feraient changer le cours de la décision si jamais ces informations-là avaient été tenues ou étudiées sous cet angle. Donc, c'est avec ces informations-là qu'on a déposé un avis d'appel. Puis, puisque ce n'est pas un appel de plein droit, il a fallu déposer une demande pour permission d'appeler que nous allons regarder le 18. En fait, on l'avait déposé pour le regarder avant le 18, mais la partie adverse a déposé un rejet, une demande de rejet encore. Donc, les deux causes se sont ramenées la même journée. Pour la permission d'en appeler, c'est un 15 minutes. Puis pour le rejet, la Cour nous a octroyé un 15 minutes. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va sûrement demander au juge de mixer les deux dossiers ensemble, puisque la permission puis le rejet, ça se ressemble un peu. Les critères ne sont pas exactement les mêmes. Mais si on peut tout plaider d'un coup en 30 minutes, je pense que ça va être plus simple pour nous. Justement, Denis, toi qui as le verbe facile qui remplit un 30 minutes aisément, ce lundi 18 mars. Date très importante. Lundi, le 18 mars, à se rappeler, soyez là à la Cour d'appel de Montréal. À la Cour d'appel de Montréal, Denis, tu commences à avoir l'habitude aussi, mais on se le dit souvent entre nous. La permission d'en appeler, c'est vraiment de demander à un juge de revenir sur la décision d'un autre juge. Donc, on se comprend que ça prend des raisons fortes et de pouvoir soutenir tout ton argumentaire. Tu voyais ça comment, toi, pour lundi? Parce que, ayant vu le dossier, ayant vu aussi ce que vous avez produit, c'est très, très fort, ta façon d'y aller. Tu peux nous en donner un petit peu 2-3 mots là-dessus? Plus oui, que 2-3 mots. Mais pourquoi pas? Écoute, on comprend qu'ils veulent pas qu'on aille de l'avant avec notre dossier parce que notre dossier est quand même assez solide. Puis évidemment, tu sais, on dit pour la forme qu'ils ont commis des erreurs de fait, de droit, puis tout le tralala. Mais en réalité, c'est qu'ils ont juste voulu bloquer notre dossier. Tu sais, en tant que non-avocat, j'ai le droit de dire ce genre de truc-là. J'ai pas le droit de réserve, OK? Tu sais, nos juges au Québec, là, ça fait dur. Donc, on va aller lui rappeler à quel point ils font dur, puis on va surtout plaider notre dossier parce que nous, on entend être entendus. On sait qu'ils veulent pas, mais on n'en a rien à branler au final. Puis, genre, si tu violes nos droits pendant tout ce temps-là, puis tu penses qu'on va te laisser t'en sortir sans rien faire, ben, tu te plantes. Puis, en fait, je pense que les tribunaux auraient tout intérêt à arrêter de jouer au con avec la population parce que c'est ce qu'ils font depuis le début. Parce que, ben, écoutez, quand les tribunaux ne font pas leur travail, il se passe quoi? Si jamais le gouvernement décrète, ou le ministre ou le gouvernement décrète une telle état d'urgence, il va y avoir une réticence absolument jamais vue au Québec. Jamais vous aurez vu autant de désobéissance civile. Ça n'a même pas, on ne réalise pas à quel point il va y avoir obstruction à cette loi-là. Et ça, il faut y songer. Pour d'autres choses que des seules raisons médicales. Écoutez. Parce que, en fait, si le juge produit un jugement qui est détaillé, c'est tellement facile de pointer des erreurs de fait ou de droit. Alors que si la juge fait juste ignorer totalement ce que tu dis, en considérant juste les arguments de l'autre partie, ben là, ça devient plus difficile un peu. Puis là, c'est leur nouvelle tendance. Là. Tu plaides pendant 2 jours, puis après ça, tu n'as aucun des arguments que tu as plaidés qui se retrouvent dans le jugement. Fait que ça, c'est rendu leur manière de faire pour empêcher comme les gens d'aller en appel. Puis c'est exactement ce que la juge à la Cour supérieure a tenté de faire. On va aller à la Cour d'appel. On risque de tomber sur les mêmes caniches qu'on est habitué. Là, c'est tout le temps les mêmes juges qui sont placés, qui bloquent les dossiers. Mais ultimement... même si à ce niveau-là, on se fait débouter, c'est pas la fin du monde, parce qu'après ça, on peut aller en Cour suprême. Puis en Cour suprême, ben, il y a un truc qui est génial pour porter une décision en appel. Puis il faut aussi que tu passes par une demande pour permission d'appeler. Mais le caractère public entre en ligne de compte. C'est plus juste des erreurs de fait ou de droit ou une chance raisonnable de peut-être que ça fonctionne. Je pense que c'est un peu ça qu'on s'en va faire le 18. Peu de chances que ça passe, honnêtement, mais c'est peut-être mieux parce que au lieu de perdre notre temps à faire une demande,
pour ensuite aller en appel, on pourrait passer directement à la Cour suprême, ce qui serait comme bénéfique pour nous, en fait. Donc, Ouais, d'un sens, sauf que moi, je suis pas mal confiant que ça va passer. Puis après la permission d'en appeler, on va pouvoir en appeler, en fait. Donc, on va pouvoir faire le Procéder sur mémoire. le fond. Oui, c'est ça. Donc, rédiger le mémoire, puis aller, sûrement qu'ils vont nous donner une demi-heure pour expliquer tout ça. Mais un peu comme refaire le débat qu'on va avoir fait, mais avec plus de détails, plus pointer vraiment tous les droits qui sont en jeu, Donc, c'est ça, refaire le débat. Ça, encore là, bon, est-ce que ça va passer? C'est drôle parce que j'écoutais les entrevues de Gloriane Blais la semaine passée, puis tous les juges qu'elle a nommés, c'est les mêmes juges qu'on s'est ramassés, puis que j'ai entendu qui ont eu des décisions défavorables. C'est à croire qu'il y a juste 4 juges au Québec pour juger des cas COVID. C'est assez étrange. Mais sûrement qu'on va se retrouver encore devant au moins une ou deux de ces juges-là, parce que c'est les mêmes juges aussi de la Cour supérieure qui vont à la Cour d'appel. Donc, sûrement qu'on va se retrouver devant une de ces juges-là. Quelque chose qui est très utilisé contre nous aussi, c'est l'arrêt Brica, qui est sur l'article 119. Donc, je l'ai lu, ça parle un petit peu des autres articles, mais ça ne met pas de jugement sur les autres articles. Donc, effectivement, il y a une norme de contrôle qui peut être appliquée à un certain niveau. Puis, c'est un peu ce que la juge de première instance ne veut pas faire parce qu'elle fait juste dire que, bon, l'arrêt Brica, blabla, Monnier, c'est la même chose, blabla, fait que votre affaire, hop, bye-bye. On Mais l'avait pourtant, vu ça c'est dans pas du une autre tout, là. procédure que vous ne demandiez pas l'article 119. Exactement, exactement. On a fait c'est là que ça devient exprès. intéressant. C'est là que ça devient intéressant parce que essentiellement, notre procédure s'est faite rejeter sous prétexte que c'était théorique, mais les articles de loi qu'on attaque ne sont pas théoriques, ils existent encore. Donc, tu sais, l'article 123, il existe encore. On peut attaquer le caractère opérant, la constitutionnalité des articles tels qu'établis par l'arrêt Oak, entre autres, avec les principes de proportionnalité, rationalité, atteinte minimale. C'est un peu le plus gros arrêt constitutionnel. Ça se fait parce que ces articles-là sont encore existants. Donc, quand un juge ignore totalement, parce que c'est inscrit dans nos conclusions qu'on attaquait, entre autres, l'article 123, comment... La juge l'a reconnu dans le jugement Oui. aussi, là. C'est ça plus facilement. Donc, tu reconnais qu'on attaque une loi qui existe, mais après ça, tu dis, mais c'est quand même théorique. Mais ça va pas la tête. Ça paraît que tu as reçu 50% d'augmentation. Ouais, eux autres, ils ont eu une bonne augmentation. Hein. En fait, ils en ont eu deux, je pense. Ouais, ils sont rendus à leur deuxième. Ça va bien de ce côté-là, mais effectivement, on explique vraiment tout ça. Donc, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on est en... C'est quoi les mots qu'on prononce puis de quoi qu'on parle, ben, je vous invite encore une fois à aller refaire un petit tour parce qu'il y avait vraiment, effectivement, quand on a eu cette discussion sur c'est théorique, hein? Moi, à chaque fois que j'étais allée voir des audiences où il y avait le procureur général qui se débattait très fort pour démontrer que c'était théorique, tu fais ouf, il y a quelque chose qui est un peu peinant à voir parce que c'est lui le protecteur de nos droits, finalement. C'est lui qui devrait voir à ce que les lois ne dépassent pas les atteintes minimales, entre autres. L'arrêt Oak aussi, on a une super belle capsule. Alex et moi, on s'était amusés à la démontrer parce que c'est vrai que c'est hyper important. Tout cette base, on part d'une loi qui ne devrait pas à ce point toucher aux droits. On essaie de faire des atteintes minimum, c'est ça que ça veut dire. Et c'est toute cette grosse, c'est vraiment un pied
fortement sur nos droits et libertés. Puis c'est pour ça tellement qu'on fait ces procédures aussi du côté judiciaire, parce qu'ils sont les protecteurs de cette supposée de défense de nos droits. Puis là, ils s'objectent, puis ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent. Puis on a parlé aussi, j'aime ça que vous ayez ouvert le sujet, sur ces fameux jugements qui sont comme tous un peu copiés-collés. Toujours la même procureure générale sur tout le même dossier. Il y a vraiment un microcosme autour de ces dossiers en inconstitutionnalité lorsqu'on parle de cette loi sur la santé publique. C'est clair, net et précis. On peut en nommer quelques-uns, histoire que leur nom reste gravé à tout jamais. Ben oui. Du côté plus de la Cour du Québec, ça va souvent être la juge Parère qui revient. En fait, dans Oui. la majorité des cas COVID, c'est une juge qui est très malhonnête. Également, la juge de la liberté, c'est intéressant, hein, la liberté est contre la liberté. En tout cas, ça, c'est un autre juge qui revient souvent. Bon, elle était à Montréal, ils l'ont transférée au district de Laval. Après ça, du côté de la Cour d'appel, les décisions de merde sont souvent produites en fait par la juge Biche, je sais pas, on s'en fout, mais vous trouverez son À nom. une lettre près. À une lettre près, mais c'est ça, essentiellement, c'est les mêmes. Du côté des procureurs du DPCP qui s'acharnent sur la Attends un population. peu, juste à Québec, il y a aussi Isabelle Germain, il me semble ça, Isabelle? Oui, ça, c'est plus du côté de Québec, effectivement. Ouais. Du côté des procureurs que vous allez trouver à Montréal, parce qu'il faut se rappeler de ces gens-là, et ces gens-là vont devoir rendre des comptes. Hein. J'espère bien. C'est du côté des procureurs du DPCP, on a M. Beaulieu qui revient souvent, puis on a aussi un autre qui s'appelle Vanessa Dion-Hachim, des classiques impliqués dans à peu près tous les dossiers COVID existants, et ils les ont carrément mandatés pour s'occuper de ces dossiers-là. Donc, ces gens-là, ils vont devoir rendre des comptes parce que tu t'acharnes sur la population qui tente de façon civilisée de saisir les tribunaux pour faire valoir leurs droits. Et après ça, on te dit, on a violé tes droits, mais c'est théorique. Ça cause un gros problème. Puis également, un autre aspect qui est assez fascinant en ce moment, c'est le principe de séparation des pouvoirs. Comment pouvez-vous expliquer que les juges, souvent, ce qu'ils vont dire, oui, mais bon, l'intention du législateur, c'était de protéger la population. Donc, les décrets qui découlent du législateur, c'est tout le temps ce qu'ils balancent dans leur jugement. Ils sont assez bêtes pour mettre ça dans leur jugement. Ça se trouve, c'est public. Puis là, tu es comme, oui, mais en quoi c'est l'intention du législateur? Alors que tous les décrets ont été mis en place par l'exécutif. Les juristes sont supposés pouvoir faire la différence entre législatif et exécutif. Après ça, souvent, ce qu'ils vont dire, c'est nous, on a un devoir de déférence vis-à-vis le gouvernement. Mais ça va à l'encontre du principe de séparation des pouvoirs. Tu n'es pas supposé faire preuve de déférence ou même suivre l'intention du législateur, d'autant plus que ce n'est pas le législateur qui a balancé les décrets. Il faudrait qu'ils arrêtent de mentir et mettre ça dans leur jugement. Mais là, c'est ça. Là, ce qui arrive, c'est que c'est pas le législateur, mais peu importe qui les a mis là, au final. Tu sais, comme tu joues avec l'intention de comme ça fonctionne pas, cesse d'être déférent envers le gouvernement et applique les lois comme ils se doivent. Et si tu appliques les lois telles qu'ils se doivent, ben, les gens devraient pouvoir être entendus sur le fond. Et si les lois auraient été appliquées, en fait, on n'aurait jamais vécu tout le délire dans lequel on a été impliqué. Donc, en ce moment, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. En plus, c'est ça, là, Carole, tu parlais du procureur. Lui, il est là pour défendre les lois que le gouvernement met en place, donc face à la justice. Fait que lui, il est là plus pour défendre comme le gouvernement. Mais les juges sont censés d'être là aussi pour appliquer la Constitution, pour protéger le peuple et ses droits. Donc, quand tu dis, Denis, le devoir de déférence, je veux dire, qui regardent le problème, puis qui n'ont pas à protéger. Tu sais, oui, ils ne sont pas supposés protéger leurs amis. Oui, ils ne sont pas supposés protéger leurs collègues de travail. Mais sont encore moins supposés protéger le gouvernement, alors que des commissions Charbonneau, c'est la seule qui a été rendue publique, mais depuis les, je ne sais pas, 30, 40 dernières années,
Combien de commissions on a eu? Premièrement, il y en a eu au moins 3 qui ont été publiques. Puis ça, c'est juste rendu à la fin des scandales gouvernementaux. Donc, à un moment donné, le gouvernement, le croire sur parole, c'est parce qu'on veut bien, là, mais il nous a prouvé qu'il n'était pas de confiance, puis qu'il y avait des grosses possibilités de corruption. Donc, avant que ça descende dans les tribunaux, qui est probablement le dernier endroit où est-ce qu'il y a de la justice, comme tu dis, Denis, s'il n'y a plus de justice dans les tribunaux, après ça, je veux dire, quand le peuple va se sentir coincé, puis restreint, puis acculé sur le mur, il n'y aura pas le choix de s'en sortir d'une façon. Puis c'est là que ce ne sera pas beau. Fait que c'est à savoir, est-ce qu'ils font vraiment exprès pour se rendre là, ou est-ce qu'il va... C'est peut-être la détention. Ou est-ce qu'il va y avoir une justice à un moment donné? On parle beaucoup de justice, mais c'est de regarder. Souvent, dans les jugements qu'on a, les juges vont aller chercher dans les lois puis des jugements pour renchérir sur ce que dit le procureur. Mais pourquoi ça ne tente pas non, aussi d'aller chercher des jugements pour renchérir sur ce que le citoyen est allé dire, citoyen étant moi et toi, citoyen étant les autres aussi qui sont allés devant la cour? Bon, ça dépend comment ils se sont présentés aussi, mais citoyen aussi, là, on va penser à tous les autres qui ont mené des combats et qui se sont rendus où est-ce qu'on est. C'est tout ça aussi, là, ça représente le peuple. Là. C'est pas comme si le peuple avait... Ben, c'est un peu comme si le peuple avait fait collectivement un pourvoi contre le gouvernement parce que ça va bénéficier à tout le monde aussi. Là. C'est pas juste pour nous qu'on fait ça. Si c'était pour moi, je n'irais pas perdre de l'argent là-dedans. Là. Mais c'est quelque chose que je trouve important. Si la justice, c'est quelque chose qu'il faut dans ce monde. Surtout dans un pays corrompu comme le Québec. Pays, mais bon. Canada, en fait, mais oui, Canada, le Québec est très corrompu également. C'est ça. Surtout que ça allait passer dans les sondages il y a plusieurs années comme étant le Québec la place où est-ce qu'il y avait le plus de corruption. Il me semble que c'est dans le Canada. Il faudrait que je revoie le sondage. Là. Mais, tu sais, on n'en donne pas cher. Là. Ça nous prendra un peu de justice à quelque une part. chose l'une, on connaît l'état des pouvoirs, mais justement, moi, ce que j'aime souvent ressortir dans ces démarches judiciaires-là, c'est que c'est un témoignage pur et simple de cette absence de justice, mais il y a clairement ce moton, ce maillon qui est figé là avec tous les mêmes acteurs qui sortent des dossiers, des jugements qui, comment même qu'ils comprennent des erreurs, des fautes, il y a même des mensonges, ils vont le sortir pareil. Fait qu'il y a quelque chose à dégangréner ici à faire avec ce témoignage. Finalement, comme on dit, on témoigne de tout ça. Vous savez, en fait, la solution se trouve où? La corruption peut exister simplement lorsqu'il y a une impunité. Donc, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un politicien, un journaliste, un flic se faire ramasser, mais genre payer comme de façon monumentale? À quand remonte cette fois-là? Vous avez vu des fois peut-être des petites tapes sur les doigts qui sont assez insignifiantes, mais quand est-ce que tu as vu un politicien finir en prison pour le restant de sa vie? Dans Même notre cette pays... loi sur la santé publique, excuse-moi Alex, qui est truffée d'articles qui contreviennent aux articles de la Constitution. Si on commettait autant de méfaits, on serait autrement plus loin que juste à être félicité puis à recevoir une job de sous-ministre en dessous de la table ou une augmentation, parce que c'est juste là de ne pas, juste à la base de ne pas être capable de justifier, démontrer chacune des mesures qui ont été mises en place par l'exécutif. Ça fait vraiment beaucoup de... C'est un gros moton de pu qui ont de la difficulté à appuyer dessus pour que le mauvais sorte finalement. Qu'on joue à l'intérieur d'un omerta aussi autour de ça, toute cette loi sur la santé publique. Fait que les démarches qui sont, qu'elles soient à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, votre demande d'en appeler,
qui va peut-être mener à la Cour suprême, il faut finir par vider le bouton. L'abcès, vider Ouais, crever l'abcès. l'abcès, ouais. Ça serait vraiment fantastique. Fait qu'il y aurait, il y aurait tout à fait possibilité de démontrer, de redresser cette partie où ils ont tant la possibilité d'apporter des changements. Parce que si on regarde là, le politicien qu'on connaît beaucoup au Québec, au Québec, au Canada aussi, Justin Trudeau, qui accumule les scandales après scandales. On appelle ça des scandales justement parce qu'il ne se passe rien, mais ça fait un boom dans la tête des gens. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas correct, mais il reste là. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est encore là. Il ne s'est pas fait arrêter, il n'est pas allé en prison. On apprend qu'il a payé l'autre côté pour pas qu'il témoigne. On apprend que, je veux dire, ça s'arrête plus, là. C'est un après l'autre. La routine habituelle, quoi. Mais oui, c'est ça. Au Québec, c'est normal. Mais ça, c'est pour le politique. Après ça, regarde la procédure qu'on a amenée contre l'immunité des juges. Super bien montée. Puis la seule raison qu'ils ont trouvée pour ne pas l'appliquer, c'est que ça n'a jamais été appliqué. Mais commence par te faire pousser une paire de couilles, puis ensuite applique-la. Sauf que c'est ça qui arrive, là. L'immunité est censée d'être la représentation physique de la séparation des pouvoirs. C'est ça qu'ils ont trouvé pour mettre comme quelque chose en place pour dire que la séparation des pouvoirs existe à travers l'immunité des juges. Sauf que si tu ne respectes plus la séparation des pouvoirs, ton immunité saute, mon chum. Fait que ça revient au même. On va relancer notre procédure contre les juges, puis regarde bien, là. Effectivement, merci pour cette discussion. Je trouve ça enrichissant. Je trouve que ça nous amène à nous sortir de nos problèmes, mais c'est quand même des questions qu'il faut se poser. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir encore pris le temps d'être venu nous parler. On va bien sûr revenir sur notre retour, une capsule qui va aussi parler du jugement, mais il faut quand même commencer par le commencement, c'est-à-dire d'être là lundi, le 18 mars, à la Cour d'appel du Québec à Montréal, sur la rue Notre-Dame. Un petit mot de la fin, s'il te plaît, on va faire un petit dernier tour de table. Denis, tu avais quelque chose à ajouter ou un message qu'on avait oublié de livrer? Est-ce qu'on parle des paris? Moi, je suis convaincu que Marie-France Biche va être là. Elle va être présente, puis c'est elle qui va être derrière la barre. Trop facile! Elle est facile, hein, celle-là. On regarde-tu si ça se produit, dans le fond, lundi prochain? J'adore! Marie-Tenue! On refait ça dans l'autre capsule, puis on vous donnera la réponse. Excellente suggestion, j'adore tes idées. Merci beaucoup, Denis, puis on vous retrouve lundi. Alexandre aussi, peut-être que j'aurai le temps aussi d'ici lundi de t'attraper puis de faire une petite capsule sur la procédure du 19, celle que je ferai à Drummondville. Mais en attendant, un petit mot de la fin pour aussi, avant de te laisser te remercier, puis te laisser avec le mot de la fin. Ben, j'espère... Au lieu de Biche, moi, je vais nommer les 3 juges qui ont fait la rébrica. Ben, je ne nommerai pas, là, mais j'espère qu'un de ceux-là va être là pour pouvoir lui dire, ben, regarde, tu étais là pendant Brica, nous autres, c'est pas pareil. Donc, je pense que c'est clair. Brica, c'est très clair. Pour ceux qui n'ont pas vu ce jugement qui est l'arrêt Brica, on a une capsule aussi là-dessus. Les gars, je me souviens qu'on a très bien expliqué l'arrêt Brica, mais allez jeter un petit coup d'œil. Cet arrêt est aussi un très bon exemple de jugement qui se doit d'avoir des normes de contrôle, aussi des procédures, justement comme celles que vous êtes en train de mener devant les cours du Québec. Merci tout le monde, passez une excellente fin de soirée et encore une fois, les gars, je vous remercie pour votre présence. Yes, merci Carole, bonne soirée. Bye bye tout le monde. Bonne soirée. À bientôt, bye bye.